Bienvenue dans Fil Tonique, le podcast de philosophie qui rafraîchit les idées. Vous commencez à le savoir, dans Fil Tonique, un épisode sur deux, on discute de questions philosophiques à travers des livres dont la lecture nous a profondément marqués. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler d'un roman qui explore l'idée de spéculation dans son double sens, la spéculation philosophique et la spéculation financière. Rencontre atypique, certes, entre le monde des idées, de la théorie abstraite d'un côté, et de l'autre, le monde de l'économie, de l'argent et de la banque. Salut Madeni. Salut Guimette. On s'intéresse aujourd'hui au roman de Yannick Haenel, paru en 2022 aux éditions Gallimard, qui porte ce titre un peu mystérieux, Le trésorier payeur. D'après les définitions qu'on trouve dans les dictionnaires, ce terme désignait certains hauts fonctionnaires du ministère des Finances qui dirigeaient les services du Trésor public dans un département. Pourtant, tu as souligné en introduction la place importante de la philosophie dans ce roman. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce personnage qu'on devine déjà assez ambivalent ? Alors le trésorier payeur, oui, ça raconte une partie de la vie d'un personnage qui se nomme Georges Bataille. Le lecteur le découvre quand il a 20 ans, en 1987, et alors qu'il est encore étudiant à la fac de philo de Rennes. Après un stage d'été à la Banque de France, ce personnage décide de se tourner vers des études d'économie, matière qu'il fascine et dans laquelle il croit découvrir un nouvel absolu. Il devient, à l'issue de ses études, fonctionnaire dans la succursale de la Banque de France de Béthune, une ville du Nord-Pas-de-Calais. Mais le roman ne retrace évidemment pas que sa trajectoire professionnelle, puisque c'est aussi un véritable récit d'apprentissage, voire même on pourrait parler de récit initiatique. Hyper intéressant, on a hâte d'en savoir plus. Mais avant d'explorer tous les aspects du roman, petite question. Tu as dit que le personnage du roman s'appelait Georges Bataille. Est-ce qu'il y a un lien avec l'écrivain français qui portait le même nom et qui a écrit par exemple Lascaux ou La naissance de l'art ? Oui, complètement. En fait, l'auteur, Yannick Haenel, a écrit ce roman comme une sorte de réécriture littéraire de la vie et de l'œuvre du vrai Georges Bataille. Et est-ce que tu peux revenir rapidement du coup sur la biographie de ce vrai Georges Bataille ? Alors Georges Bataille, c'est un écrivain français, né en 1897 dans le Puy-de-Dôme et mort en 1962 à Paris. Dans les années 20, c'est quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les cercles surréalistes. Il a aussi été proche du mouvement Dada, avant de s'en éloigner et de carrément rompre avec eux. Il a fondé par ailleurs plusieurs revues dans lesquelles écrivaient les plus grands intellectuels et les plus grands artistes de cette époque. On le connaît aussi comme une figure de l'antifascisme assez importante. Cependant, Bataille n'a pas connu une très grande postérité. Un de ses biographes, Michel Surya, dit à son propos qu'il est resté à peine plus connu que ses livres, ce qui en dit long sur la postérité qu'on a attendue de lui. Et au niveau philosophique, c'est une figure qui reste singulière dans l'histoire de la pensée, car il a produit des œuvres sur des thèmes un peu déviants par rapport aux thèmes philosophiques classiques, puisque son œuvre développe principalement une réflexion sur le sacré, la transgression, l'érotisme, le sacrifice ou encore la mort. Par ailleurs, au niveau philosophique, Bataille a été marqué par plusieurs figures tutélaires, notamment par le philosophe allemand Hegel. On peut retenir 2 points à ce propos parce qu'ils sont assez importants dans le roman. D'abord sur le rapport au système, qui est quelque chose qui a été particulièrement développé par Hegel et que reprend Bataille à son compte. Et par ailleurs, l'expérience du négatif et de la mort comme un élément qui travaillerait au cœur de l'existence humaine. Ça, c'est un aspect de la pensée de Hegel que Georges Bataille retient des cours qu'il a eus par Alexandre Kojève, qui était un de ses professeurs et qui proposait une lecture qu'on peut dire très existentialiste de la phénoménologie de l'esprit de Hegel, en plaçant justement la mort, le tragique et le négatif au cœur de l'expérience de la conscience. En revanche, le vrai Georges Bataille n'a pas fait d'études d'économie, ni de philosophie, pour en revenir au roman, mais il a fait des études à l'école des Chartres pour devenir ensuite archiviste et paléographe à la Bibliothèque nationale de France en 1922. Donc, quelque part, la Bibliothèque nationale de France devient la Banque nationale de France. Est-ce que tu penses qu'il y a un jeu de mots fait par Yannick Haenel ? C'est possible, oui. Tu as dit que malgré tout, donc le trésorier payeur reste un récit de fiction, même si on voit qu'il peut y avoir des clins d'œil entre la vie de Georges Bataille et le personnage. Qu'est-ce qui arrive donc au Georges Bataille du roman ? Et qu'est-ce qui le fait basculer de la philosophie au monde de la banque ? Alors au début du roman, le jeune Georges Bataille commence un peu par hasard finalement, un stage à la Banque de France à Paris, et c'est cette expérience un peu hasardeuse qui le fait entrer dans un monde par lequel il est d'abord fasciné. On l'a dit d'emblée, face à ce qu'il voit comme la porte dorée de la banque, place des Victoires, il éprouve dès le premier jour une véritable extase.
Mais qu'est-ce qui le fascine exactement? C'est la puissance de l'argent? Cette porte dorée que tu décris, c'est un peu on pourrait aussi y voir une sorte de porte, des enfers et d'ailleurs, pour un philosophe, le monde de l'argent en général, c'est plutôt quelque chose de rebutant, Mhm. un monde où il faut, comme, dit Dante à propos de l'enfer, abandonner toute espérance en y entrant. Absolument. C'est vrai que c'est une fascination pour Georges Bataille qui est d'emblée pleine d'ambiguïté. En fait, le personnage fait l'expérience concrète d'idées et de théories dont il est déjà nourri par ses nombreuses lectures philosophiques en entrant dans le monde de la banque. Notamment l'idée que l'argent est devenu, pour le citer, la structure même du monde, comme on l'entend dans le premier extrait que je te propose à la lecture, en disant ce jeune homme dont la tête était farcie de lectures philosophiques, pour lui, l'économie s'offrait soudain à lui comme une transcription chiffrée de l'histoire de l'être. Au fond, la circulation de la monnaie n'était que la métaphore de tous les échanges. L'argent, ce grand équivalent général, comme disait Karl Marx, n'était-il pas devenu la structure du monde? Qu'est-ce que ça signifie exactement cette idée de grand équivalent général? Que le calcul, rationnel envahit toutes les dimensions de l'existence? Comme il le dit dans le premier livre du Capital, en fait, pour Marx, l'argent devient l'équivalent général lorsqu'il est la marchandise dans laquelle toutes les autres expriment leur valeur. Il ne sert alors pas uniquement à payer, mais il est devenu, avec le capitalisme, la forme universelle dans laquelle toute réalité sociale doit se traduire pour exister. Et dans ce contexte, l'argent n'est donc pas juste une convention ou un outil au service de l'échange entre les hommes, donc on l'a dit, mais il devient en un sens la grammaire du monde moderne, car ce qui n'entre pas dans la logique de la valeur tend en un sens à disparaître, même symboliquement. Et pour revenir à donc l'extrait que tu as cité, pourquoi le narrateur parle dans cet extrait de transcription chiffrée de l'histoire de l'être? Est-ce qu'il donne carrément à l'argent une dimension métaphysique? Oui, absolument, tu fais bien de revenir sur ce point parce qu'on voit que la dimension qui est conférée à l'argent n'est pas seulement matérielle ou sociale. Au contraire, pour lui, l'argent, à partir de cette expérience qu'il fait à la Banque de France, c'est hissé au rang d'une vérité quasi métaphysique, donc au niveau de l'être, de ce qui tient à l'être même des choses. Et à ce titre, on peut penser d'ailleurs à un autre philosophe allemand, Georges Simmel, Ils s'appellent tous Georges en fait. tous, qui, dans son ouvrage Philosophie de l'argent, écrit par exemple, je cite, c'est la signification philosophique de l'argent que de fournir au sein du monde pratique la manifestation la plus visible et la réalisation la plus claire de la formule de l'être universel, d'après laquelle donc les choses prennent sens les unes au contact des autres et doivent leur être, et leur être ainsi à la réciprocité des relations, dans quoi elles baignent. Bon, c'est un extrait assez compliqué, mais quand même assez révélateur. Ces thèses-là, donc de Marx, mais de Georg Simmel aussi, datent du 19e ou du tout début du 20e siècle. Mais ce roman, Le Trésorier payeur, se passe dans les années 80 et dans les Absolument. années qui suivent. Et le monde a quand même beaucoup changé entre-temps. Euh, L'économie est de plus en plus sans doute autonome. En tout cas, son autonomisation s'est accélérée et a pris de nouvelles formes, notamment avec la financiarisation de plus en plus débridée des échanges, surtout à partir des années 70, la désindexation du dollar par rapport à l'or, etc. Est-ce que ce roman actualise aussi ces thèses? Est-ce que le personnage du roman, Georges Bataille, les met en rapport avec cette nouvelle réalité économique qui apparaît à partir des années 80? Oui, alors l'idée que l'argent constitue de plus en plus la matrice de tous les rapports matériels, sociaux et moraux du monde trouve bien une traduction encore plus tragique à notre époque, tu as raison de le souligner. Et de fait, Bataille, dans le roman, observe les effets dévastateurs du découplage entre la sphère économique réelle et la sphère financière, voire même de l'inversion en fait du rapport entre la sphère de l'économie réelle et la sphère financière qui prend le pas sur la première. Désormais, en un sens, ce sont les flux propres à la monnaie qui vont se mettre à décider du sens des rapports sociaux eux-mêmes. Et il est tout à fait conscient, en un sens, que cette nouvelle grande transformation, pour reprendre ici le titre du livre bien connu de Karl Polanyi, est ce qui est en train de se dérouler sous ses yeux, finalement. Et donc, la fascination que ce personnage peut exercer envers le monde de l'économie dans le roman s'accompagne toujours en même temps d'une sorte de regard un peu inquiet, sinon carrément critique. Chez d'autres penseurs plus récents, comme Walter Benjamin, il y a aussi cette idée que le capitalisme aurait érigé l'argent
comme un dieu. Est-ce que cette idée est présente aussi dans ce roman Le trésorier payeur? Je te pose cette question parce que la référence permanente au Georges Bataille historique nous met un peu sur cette piste parce que toute sa vie, il a lui-même été habité par la question du religieux, la question de la mort de Dieu, de son remplacement par d'autres instances, etc. Est-ce que ce thème donc, de la divinisation de l'argent est présent dans le roman? Oui, alors complètement. L'argent, il est hyper divinisé par plusieurs personnages dans le roman qui lui vouent une véritable adoration et un vrai culte, qui est d'ailleurs une idée qu'on trouve déjà quand même chez Karl Marx avant qu'elle advienne notamment, comme tu l'as mentionné, chez Walter Benjamin. Et c'est un renversement d'ailleurs très paradoxal en fait qu'opère un peu Yannick Hanel ici dans ce livre entre le rapport au monde comme calcul et rationalité en un rapport au monde qui par l'argent devient mystique, religieux et rituel. Il y a notamment cette scène mythique du roman dans la souterraine, donc cette pièce qui se trouve 30 mètres sous la Banque de France. Oui, tout à fait. Peut-être qu'on peut... Enfin, je peux la remettre en tête rapidement, si tu veux. Oui, oui, avec grand plaisir. Donc, en fait, cette scène de la souterraine, elle se déroule le tout dernier jour du stage de Georges Bataille à la Banque de France. Il se retrouve, par un concours de circonstances, à faire partie de la délégation qui va accompagner le président des États-Unis d'alors, Ronald Reagan, lors de la visite de ce dernier de la Banque de France. Puisqu'il visite donc avec la délégation la souterraine, qui est cette salle située 30 mètres sous la Banque de France et où étaient stockées les réserves d'or nationales. Pour l'anecdote d'ailleurs, c'est là qu'ont été mis à l'abri les bijoux et certaines œuvres du Louvre après le cambriolage qui a eu lieu il y a peu de temps, en octobre 2025. Et donc Reagan prend lors de cette scène un lingot d'or et proclame en l'élevant au ciel « In God we trust », donc en Dieu nous croyons. Et ensuite, les participants se font passer les lingots de main en main dans une sorte de ce qui s'apparente presque à une messe noire, ce qui mime en fait une sorte de rite initiatique au capitalisme comme véritable religion, où sont réunis quelques élus qui auraient droit à ce qu'on peut presque nommer comme un salut, parce qu'ils sont les véritables possesseurs de l'argent et de l'or massif, alors que ceux qui ont un rapport à l'argent par la négative, c'est-à-dire qui sont dans la dette, les insolvables, dont on reparlera plus tard et dont s'occupe Bataille, eux, au contraire, sont condamnés à rester dans le péché, sans espoir de rédemption, précisément parce qu'ils ne possèdent pas l'argent. Ah oui, donc là, le message est très clair. Le roman a l'air vraiment de mettre en scène cette divinisation de l'argent. Mais au fond, est-ce que cette scène donc, qui symbolise le stade avancé du capitalisme typique de ces années 80 a pas aussi un côté un peu archaïque parce que ce qui est étonnant quand même, c'est que ce qui est l'objet du culte ici, c'est la substance tangible, la matière. Or, c'est pas tant l'argent abstrait, mais au contraire l'argent qui est encore concrétisé dans une matière. La souterraine, ça fait aussi penser au motif de la grotte qui est assez présent donc, chez le vrai Georges Bataille comme premier lieu d'habitation des hommes et dont le plus paradigmatique pour Bataille est la grotte de Lascaux, donc qu'il a eu la chance de visiter à plusieurs reprises entre 1948 et 1952 et sur laquelle il a écrit le livre donc on a déjà cité au début, Lascaux ou la naissance de l'art. Du coup, on a un peu l'impression que de la même manière que Lascaux symbolise pour Georges Bataille l'origine de l'humanité dans le geste artistique, l'argent ici aurait quelque chose aussi à voir avec un fondement de notre société. Oui, tout à fait raison, je pense, oui. Et d'ailleurs, alors pour ne pas non plus tout dévoiler sur le roman, mais pour vous donner envie quand même de le lire, en fait, ce thème de la grotte, du tunnel, etc., est vraiment très présent dans tout le roman. Et voilà, c'est une des clés de l'intrigue aussi. Mais on vous laisse le découvrir par la lecture. En tout cas, donc cette discussion nous permet, je trouve, d'arriver à cette première conclusion qu'il est assez clair que donc, ce personnage, Georges Bataille, se construit quand même comme un outsider par rapport à ce système et que lui-même a un regard distancié et n'adhère pas à cette religion du capitalisme. Non, comme on l'a dit, il a un regard et un rapport vraiment critique à tout ce monde du capitalisme qui est érigé comme véritable religion.
Ce qui crée d'ailleurs un personnage assez cocasse, notamment dans sa couleur politique, puisqu'avec son mentor, Rousselier, qui est également banquier à la Banque de France, ils sont d'accord pour dire que les banquiers sont, ou du moins devraient être, de gauche, puisque le système est aussi une menace pour eux. Bataille, par exemple, il est vu par nombre de ses collègues et par d'autres personnages du roman comme ce banquier communiste, et il est même identifié par une de ses amantes, Annabelle, au banquier anarchiste, qui renvoie à un roman écrit par Fernando Pessoa. Et au cours du récit, le personnage va en réalité proposer un rapport à l'argent qui sera non pas seulement alternatif, mais bien diamétralement opposé au premier. Puisqu'à la logique de l'accumulation, Georges Bataille va lui opposer une logique de la perte et de la dépense. Entrons maintenant dans une deuxième dimension du roman, le renversement de la rationalité accumulatrice dans une éthique et une esthétique de l'existence, dans la dilapidation. Les banquiers étaient en train de détruire le monde, et lui divaguait sur le cœur exubérant de l'économie, sur l'embrasement qui en anime les procédures. Il avait pourtant bien vu dans la souterraine comment se comportent les capitalistes. Mais son idée, certes encore imprécise, retournait complètement le jeu sinistre des banques. Dans son enthousiasme, il allait jusqu'à penser qu'on n'avait pas encore envisagé l'économie à la mesure de l'univers. Notre monde faisait erreur. L'argent n'était pas qu'une matière d'échange, ni même la source illimitée de profit en laquelle les riches le dévoient, mais une forme d'énergie qui appelait la dilapidation. Il y avait une vérité qui ne s'exprimait qu'à travers la dépense, et il entrevoyait une véritable mise à l'envers de la pensée. La banque est le lieu des accumulations. Mais en s'accordant à cette fièvre qui brûle les excédents, elle retrouverait une vie glorieuse semblable à sa vocation solaire. La dissipation de l'énergie produite est conforme au mouvement même de la vie. Vivre, c'est dépenser ses forces. S'économiser pousse à la convoitise, aux rivalités, à la guerre. Quel besoin ont les hommes de s'approprier toujours plus de richesses ? Seul existe ce qui brûle naturellement. Merci pour la lecture de ce texte, Guillemette. Alors on trouve dans ce passage du roman une référence en fait assez explicite et directe à deux textes du Georges Bataille historique, que sont La notion de dépense, publiée en 1933, et La part maudite, parue en 1949, qui est d'ailleurs citée dans le chapitre introductif du livre. L'idée centrale de Bataille dans ces deux essais est assez simple et plutôt radicale. C'est l'idée que toute société repose sur deux régimes d'activité. D'un côté, les activités productives, réglées par un principe d'utilité qui assure la conservation de la vie en répondant à certains besoins comme se nourrir, se loger, produire des biens et de consommation notamment pour s'alimenter. De l'autre, les activités improductives qui renvoient au luxe, aux fêtes, à la sexualité, mais aussi à la guerre, au sacrifice ou encore aux arts ou aux jeux. Et ces activités improductives ne visent aucun profit. Leur sens tient précisément à la perte qu'elles engagent. Et dans ces cas, nous dit Bataille, je cite, « l'accent est placé sur la perte qui doit être la plus grande possible. La dépense ne sert à rien en un sens, et c'est cette inutilité même qui la rend souveraine. » Ce n'est donc pas la même chose que la consommation ? Parce qu'on pourrait dire que le capitalisme est tout à fait capable de nous faire dépenser énormément d'argent, ou de ressources en tout cas, en pure perte. Et en particulier dans sa version la plus contemporaine, qui nous pousse à accumuler évidemment des biens, mais aussi des expériences, des souvenirs, bref, des choses immatérielles et éphémères qu'on pourrait considérer comme inutiles au sens classique. Oui, alors la nuance est d'importance et tu as raison de le souligner. En fait, la dépense improductive ne relève pas chez Bataille de la consommation, mais de ce qu'il nomme la consommation. Et de la consommation, il ne reste vraiment rien. C'est-à-dire que
elle n'achète rien et elle ne vise à satisfaire aucun besoin pour la conservation de l'individu ou de l'espèce. C'est un type de dépense qui est réellement en pure perte. Et est-ce que cette notion de dépense improductive est liée chez Bataille, comme dans le texte de Yannick Enel qu'on vient d'entendre, à l'idée d'énergie? Oui, et c'est beaucoup plus présent dans le second texte dont j'ai parlé, La part maudite. Bataille part d'un fait élémentaire, le fait que tout organisme vivant reçoit plus d'énergie qu'il n'en faut pour survivre. Et ce surplus peut être absorbé par la croissance, mais lorsque la croissance en un sens de l'organisme vivant atteint sa limite, alors l'excédent doit être dissipé. Et là, il nous dit, et la précision est d'importance, l'excédent doit être dissipé glorieusement ou de façon catastrophique. La dépense improductive est donc un fait organique. Elle n'est pas une sorte de caprice culturel de dépense dont on a parlé précédemment, mais elle répond aussi à un besoin vital pour Bataille, à un vrai besoin de l'organisme. Elle est en un sens la réponse nécessaire à ce qu'il nomme l'exubérance de l'énergie vivante. Mais le drame pour lui, et c'est là que son analyse est aussi résolument historique, c'est que depuis la révolution industrielle, l'économie capitaliste réduit toute dépense à la production et à l'accumulation. Et donc en refusant en un sens cette perte symbolique qui normalement doit se décharger dans les fêtes, dans les rites, le luxe ou la sexualité, l'industrie et l'économie capitaliste laissent l'excédent se résoudre autrement, et souvent de manière catastrophique par la destruction massive ou la guerre, ce qui est éminemment d'actualité, évidemment. Et aussi très présente dans le roman, parce que si je me rappelle bien, les notions de crise et de krach boursier, qui vont jusqu'à potentiellement détruire la société, sont très fréquents dans le roman. À un moment, le personnage écrit cette phrase: l'excédent d'énergie qui n'est pas distribué sous la forme du don le sera fatalement sous celle des bombes. Est-ce que malgré tout, ce roman ouvre une voie positive et dessine la possibilité d'un rapport plus apaisé à la dépense? Oui, l'auteur essaye vraiment de renouer avec l'idée d'une dépense qui échapperait à la logique de la productivité capitaliste et en même temps qui trouve une résolution dans autre chose que dans la guerre. En un sens, on pourrait dire qu'il tente de répondre à la question: comment et peut-on dépenser sans détruire? On peut rappeler à ce stade de notre discussion que le personnage du trésorier payeur connaît justement une évolution sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan moral, tout au long du livre. Et c'est par cette évolution que l'auteur va nous proposer une véritable initiation à un autre rapport à la richesse. Notre personnage, donc le trésorier payeur, une fois en poste à Béthune, dans le Nord-Pas-de-Calais, est chargé du montage de plans de désendettement. Il faut le noter puisqu'il travaille dans une région qui est particulièrement frappée par la désindustrialisation et par la pauvreté. Au quotidien, son job consiste donc à soulager, voire à effacer, lorsqu'il y arrive, les dettes accumulées par des ménages en galère. Mais du coup, on retombe là sur un visage négatif de la dépense, non? Parce que la ruine, la dette, l'insolvabilité, c'est des situations où la dépense n'est pas du tout vivifiante, mais au contraire, elle est encore très mortifère. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le trésorier payeur est extrêmement critique de ce système qui fait que les pauvres se font piéger par des entreprises de soi-disant facilitation de crédit qui en fait alourdissent toujours plus leurs dettes. Il dit à un moment dans le récit notamment cette phrase que je trouve assez signifiante à cet égard, que tout tient en s'effondrant. En un sens, l'économie veut nous endetter, c'est elle qui produit de la dette. Mais précisément, le métier du trésorier payeur vise à faire sortir ces personnes de la spirale infernale qu'est l'endettement. Mais peut-être qu'il pousse dans cette entreprise le bouchon un peu plus loin que ce qui est attendu et toléré même par l'institution bancaire, puisqu'il en arrive à cette conclusion que la solution, c'est la gratuité. Oui, pour un banquier, c'est assez paradoxal. Oui, et donc en un sens, il en vient à sortir de la logique de l'échange, de la logique du contrat, pour aller dans une logique de don qui va progressivement devenir pour lui la véritable dépense improductive. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus exactement sur cette conception de la gratuité que Yannick Enel développe? Et en quoi est-ce qu'elle sort réellement d'une logique de réciprocité? Euh, Dans son fameux essai sur le don, l'anthropologue Marcel Mauss soutenait en effet que tout don supposait un contre-don. Et il a montré que dans certaines sociétés, et d'ailleurs peut-être aussi dans la nôtre,
Le don consiste réellement, fondamentalement, dans la manifestation de la puissance de celui qui donne et du coup de la faiblesse de celui qui ne peut pas donner. Oui, absolument. C'est une bonne piste que celle de Marcel Mauss, puisque c'est vrai que l'acte du don, ça a beaucoup été étudié et interrogé par les sciences humaines, qui en ont notamment beaucoup tiré les implications politiques. Mais il faut dire que je pense que pour Yannick Hanel, c'est pas vraiment la piste qu'il choisit d'explorer, puisque lui il va proposer une vision qui doit beaucoup plus au mysticisme chrétien. Il reprend en la laïcisant une éthique de la charité, de la vertu de la caritas latine. Ah oui, d'accord. Donc charité qui se traduit pour le personnage dans le secours aux plus pauvres, inconditionnel, sans calcul, ni même réflexion, d'une certaine façon. Oui, absolument. Bon, on va pas tout vous spoiler, donc on ne vous dira pas exactement de quelle manière il est charitable envers les plus pauvres, mais il y a un autre aspect du roman dans lequel cette vertu se traduit, ce qui est l'amour, puisque ça constitue un véritable rapport aux autres, fondé sur une autre logique que celle de l'accumulation, puisqu'elle est fondée sur le don et sur la libération d'une énergie, notamment sexuelle, puisque c'est, il faut le dire, enfin, le personnage du trésorier payeur, il adore le sexe. Une de ses amantes lui dit notamment, un moment dans le roman, faire l'amour, c'est vider les coffres de la banque. Et donc ici, l'amour prend la relève quand la pensée de système, que ce soit la philosophie ou la banque, a déçu. C'est une belle résolution philosophique de ce problème. Mais est-ce que tu penses que le personnage arrive à tenir cette idée de don jusqu'au bout? Est-ce qu'il n'y a pas toujours en lui cette contradiction qui le retient d'être dans le don total? Oui, tu as raison de soulever cette difficulté, puisqu'en réalité, j'ai l'impression que le roman n'éteint jamais vraiment cette tension qui constitue la profondeur du personnage que crée Yannick Hanel, puisqu'il écrit: je crois que le trésorier n'aura cessé d'interroger sa contradiction. C'était cela, son fardeau. Un des grands mérites du roman de Yannick Hanel, c'est de mettre en tension deux extrêmes entre lesquels aussi toute vie humaine: le besoin d'ordre, d'organisation, de système, et le chaos, l'anarchie. Ce qui excède, résiste ou échappe à la systématicité bien rangée. Le personnage du trésorier payeur, avec toutes les contradictions qui en font la profondeur, incarne les deux à la fois. Fasciné par l'univers de la banque, le monde autonomisé de la finance, il est en même temps obsédé par l'idée de trouver une réalité qui échappe et résiste au système économique et à la logique de l'échange marchand. Ce tiraillement entre les deux extrêmes qui anime le personnage du roman exprime dans le langage percutant qui est celui de la littérature le fond philosophique de la pensée du vrai Georges Bataille, à savoir que l'excès, la transgression ou toute expérience du négatif ne prend sens qu'à la mesure du système auquel il résiste, et que, inversement, tout système véritable contient en son cœur, comme une vérité fondamentale, le risque de sa propre annihilation. Vous écoutiez Philtonique. Pour continuer de rafraîchir vos idées, abonnez-vous, suivez-nous ou écrivez-nous. On l'a